Pour terminer cette session sur l'approche thématique, on est en France, alors bien sûr, on a le nucléaire, donc que devient le nucléaire dans cette histoire? Avec Yves Marignac. Oui, alors il faut effectivement parler de nucléaire, puisque même si c'est 80% de notre électricité, mais l'électricité c'est moins d'un quart de notre consommation d'énergie finale. Donc le nucléaire c'est finalement moins de 20% de notre consommation d'énergie, mais c'est évidemment beaucoup plus dans le débat, et c'est aujourd'hui encore quelque chose d'extrêmement structurant, non seulement du débat, mais de notre système électrique et énergétique. Alors, d'une manière générale, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure en termes de méthode et de modélisation, hein, la logique du scénario négawatt, c'est d'agir d'un côté sur la consommation d'énergie, d'agir de l'autre sur le développement des énergies renouvelables et de procéder par ajustement sur la part qui diminue au fil du temps des énergies fossiles et du nucléaire. Sauf que pour le nucléaire, c'est un peu plus compliqué que ça pour différentes raisons. Alors le nucléaire aujourd'hui, j'ai représenté ici, même si c'est un peu compliqué, le pointeur ne marche pas, je crois, je n'arrive pas en tout cas, si, il est là. J'ai représenté ici donc l'ensemble des réacteurs nucléaires français, les 58 réacteurs, avec pour chacun les différentes étapes de leur vie. Chaque tranche de couleur marque une décennie, en fait, l'écart entre ce qu'on appelle les visites décennales. Chaque réacteur passe tous les 10 ans en théorie, vous voyez que c'est un peu plus fluctuant que ça, une visite décennale au cours de laquelle l'autorité de sûreté nucléaire fixe des nouvelles exigences à respecter et l'industriel s'engage et on réautorise pour le fonctionnement jusqu'à la prochaine visite décennale. Les barres à droite marquent l'échéance prévue pour chacun de nos réacteurs pour la 4e visite décennale, qui est une échéance tout à fait particulière, puisqu'elle correspond en fait à la limite de ce qui a été initialement prévu comme durée de vie de ces réacteurs. Et du fait du caractère particulier de cette échéance, l'autorité de sûreté nucléaire a d'ores et déjà posé comme condition à la prolongation du fonctionnement de ces réacteurs que des renforcements les amènent aussi près que possible de la sûreté de nouveaux réacteurs comme l'EPR par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous regardez donc où on est aujourd'hui et en se projetant d'ici une quinzaine d'années, vous voyez que pratiquement tout le parc nucléaire va devoir passer sur cette très courte période cet examen de la 4e visite décennale. Alors, le parc nucléaire, globalement, il a besoin d'une part de fonctionner en base, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut s'ajuster aux variations de la production d'électricité renouvelable. On a des capacités très peu modulables, hein, on a des réacteurs dont la capacité unitaire est entre 900 et 1450 MW. On a cet effet falaise sur le parc avec cette échéance des 40 ans. Et donc c'est pratiquement impossible de le représenter comme quelque chose qu'on ajusterait simplement en fonction des évolutions sur la consommation et sur les renouvelables. Au contraire, il y a un fort besoin de planifier ce qu'il va advenir de ces réacteurs, et c'est quelque chose qui globalement a très fortement manqué ces dernières années. L'anticipation de cette échéance de la 4e visite décennale et l'anticipation des arbitrages à faire entre un arrêt au plus tard à cette 4e visite décennale ou au contraire un investissement dans la prolongation de fonctionnement, sachant que compte tenu des investissements nécessaires, cette prolongation du point de vue d'EDF, mais du point de vue d'un coût global pour la société, ne peut s'envisager que pour 10 ans, voire dans l'esprit d'EDF pour 20 ans, pour avoir le temps de rentabiliser les opérations. Alors, cette prolongation, il y a eu pas mal de débats autour de cette question ces dernières années. Globalement, c'est quand même un enjeu complètement inédit du point de vue de la sûreté, compte tenu d'une part du vieillissement des réacteurs, d'autre part des exigences posées par l'ASN et encore plus évidemment si on prend en compte tous les problèmes qui se posent aujourd'hui en termes de sûreté et de confiance dans la sûreté sur le parc français. Au-delà de ces enjeux et de l'incertitude donc sur la capacité à répondre techniquement aux nouvelles exigences de sûreté
À imaginer qu'on puisse le faire, c'est un chantier industriel énorme. En grosso modo, le renforcement de l'ensemble du parc en une quinzaine d'années, c'est équivalent à 5 chantiers EPR roulants sur l'ensemble du parc. Donc on connaît les difficultés actuelles sur un chantier EPR. On voit bien que c'est quelque chose qui dépasse a priori aujourd'hui les capacités de notre filière industrielle. C'est également un investissement très lourd qui, là encore, dépasse les capacités d'EDF qui est au contraire dans une situation financière très difficile. On parle du côté d'EDF de 50 milliards, mais plus réalistement, la Cour des comptes chiffre à 100 milliards et la facture pourrait éventuellement grapper à 150, voire 200 milliards d'euros pour cette prolongation. Et ça signifie aussi un risque très important pour la compétitivité des réacteurs. Vous avez ici une courbe qui représente simplement pour illustration l'impact en fonction du coût, en fonction du montant d'investissement nécessaire pour cette éventuelle prolongation, l'impact sur le coût du kilowattheure. Et en fait, ce que dit cette courbe, c'est que très vite, ce coût risque de devenir supérieur, fortement supérieur au prix attendu sur le marché. Donc il y a un vrai risque pour EDF que la compétitivité des réacteurs se dégrade très vite si cette prolongation s'engage. Compte tenu de tout ça et compte tenu du fait que de notre point de vue par rapport aux ambitions et aux orientations du scénario négawatt, toute prolongation de réacteurs évidemment consomme des ressources et des investissements et occupe le système électrique aux dépens du développement de la maîtrise de la consommation et des renouvelables et donc retarde la mise en œuvre de la transition. On se donne comme règle pour modéliser la manière dont on ajuste l'évolution du parc que l'arrêt avant la 4e visite décennale est la règle et la prolongation ne peut être que l'exception si ça s'avère nécessaire en fonction de ce qu'on modélise sur la consommation d'électricité et sur le développement des renouvelables. Au final, le rythme de fermeture et donc d'ajustement, il est essentiellement piloté par deux choses. D'abord par le fait de ne pas se retrouver avec un besoin croissant de compensation des fermetures de réacteurs par un recours à des centrales thermiques, d'autant plus que sur la période dont on parle, elles ne pourraient pas encore fonctionner massivement avec un apport en combustible d'origine renouvelable. Mais c'est aussi piloté sur le plan industriel par le fait de ne pas, vers la fin du processus, se retrouver avec quelques réacteurs qui continueraient à fonctionner sans tout le support industriel et le support institutionnel de contrôle qui existe aujourd'hui. Et ça, donc, ces différentes considérations nous conduisent d'une part à anticiper et à essayer d'accélérer autant que possible les fermetures dès le début du processus pour lisser et amortir l'effet sur l'ensemble de la durée, et d'autre part à ne pas à accélérer également sur la fin pour ne pas laisser quelques réacteurs fonctionner beaucoup plus d'années que les autres, ce qui au total nous conduit après vérification par rapport à la consommation et aux renouvelables, d'une part à pouvoir fermer tous les réacteurs à condition d'anticiper, comme je l'ai dit, sur les premières fermetures avant l'échéance de leur 4e visite décennale. Donc il n'y a aucune prolongation de fonctionnement dans le scénario négawatt. Et au final, d'arrêter le dernier réacteur nucléaire en 2035. Je n'ai pas mentionné sur ces graphiques l'EPR de Flamanville, mais évidemment, l'EPR de Flamanville n'est pas démarré dans le scénario négawatt, d'une part parce que la situation actuelle sur la cuve, etc., fait qu'on est dans l'incertitude complète sur la possibilité même qu'il puisse démarrer un jour, mais d'autre part, du point de vue industriel, ça n'a aucun sens pour nous de démarrer un réacteur et de le faire fonctionner seul pendant 60 ans, alors que l'ensemble du système est passé au renouvelable. Merci Yves. Yves Marignac, cette présentation clôt la séquence thématique où on a balayé tous les secteurs. On a recouvert également le secteur de la production d'énergie.